Bonjour, bienvenue à la salle pour cette conférence La Terre intérieure par Daniel H. et Sylvie Rulukowski. Voilà, donc la Terre intérieure ou Terre creuse, évidemment, c'est un sujet qui passionne et on en parlait déjà hier soir. Et c'est vrai que c'est une théorie, puisqu'on parlait de la Terre plate, qui a été évincée par la Terre plate, mais la Terre creuse n'est pas qu'une théorie, c'est une tradition. Donc ceux qui s'intéressent à la tradition primordiale ont peut-être déjà entendu parler de ce thème, notamment auprès de traditionalistes comme René Guénon ou Ouspensky, ou voilà. Et aujourd'hui, il sera question d'une ouverture Terre intérieure, Terre creuse du côté de la Roumanie. Voilà, donc je vous laisse entre de très bonnes mains pour ce sujet de la Terre intérieure. Merci à vous tous. Et tout à l'heure, nous aurons un entracte pour une pause boisson et crêpes. Et nous finirons par un débat traditionnellement à la salse. Merci à vous tous. Excuse-moi. Bonjour à tous, merci d'être venus pour ce sujet. On parlera surtout d'expériences vécues et de comment on a rencontré des gens qui s'intéressent au sujet. En 2013, on a découvert une vidéo sur Internet où un monsieur qui s'appelle Sam Osmanagish inviter les gens à venir découvrir un chantier archéologique. Il faut savoir que habituellement les chantiers archéologiques sont très fermés. Et en fait, ce monsieur expliquait ses découvertes. Et si vous allez sur Wikipédia, par exemple, vous vous rendrez compte, comme le sujet d'hier d'ailleurs, que c'est considéré comme un sujet conspirationniste. C'est-à-dire que tous les milieux officiels de l'archéologie dénoncent haut et fort les découvertes que ce monsieur a fait. Il est bosniaque, mais il a vécu 25 ans au Texas, homme d'affaires. Il n'était pas lui-même archéologue, il avait un diplôme proche, mais il n'était pas archéologue. Voilà. Et en fait, sa situation au Texas lui a permis très souvent de visiter les pyramides du Mexique et d'Amérique centrale. Et en fait, il a cherché dans le monde entier où se trouvaient des pyramides. Il en a trouvé. Alors, qu'est-ce qu'il appelle une pyramide? C'est déjà une structure orientée selon les points cardinaux, avec 4 arêtes, et elle n'est pas forcément très élevée. Et l'usage, selon lui, qui est donné de la pyramide comme sanctuaire, pardon, en fait, n'est pas, c'est une interprétation, mais ça ne correspond pas à ce que lui a découvert sur le terrain. Cet appel nous ayant touchés, nous sommes allés en Bosnie en 2013, rencontrant toute une équipe souvent européenne, mais de gens qui venaient de beaucoup de pays d'Europe. Et moi qui ne m'étais jamais intéressée de près à l'archéologie, la principale découverte que j'ai faite, c'est que comme dans d'autres domaines scientifiques, il y a une orthodoxie de l'archéologie. Et l'exemple, ça a été que
tous ceux qui sont venus, les archéologues, au début, il y a eu quelques archéologues qui sont venus sur le site, mais les jeunes en ont été dissuadés parce que l'association des archéologues, je ne sais plus si c'est européens ou internationaux, les prévenait que si ils venaient sur le site, leur carrière était terminée. Voilà, ils étaient grillés d'avance. Et donc, le seul archéologue au départ en titre, c'était quelqu'un de Nouvelle-Zélande. Il y a eu aussi des Russes, mais ce qu'on a découvert, c'est que Zahir Hawass, ah oui, pardon. Oui, alors là, vous avez un versant de la pyramide où les gens travaillent. Vous voyez, ça fait des dalles. On a découvert que ce ciment, il n'en existe aucun de le liant, il n'en existe aucun de si dur et ils ne connaissent pas la technique qui a été utilisée. Et voilà. Et donc, à côté, on voit une image à partir du village et c'est le versant est. Et sur la droite de la pyramide, c'est le versant sud. Et là, en fait, il y a des passages, mais comme ce sont des propriétés privées, la fondation Pyramide de Bosnie n'a pas eu accès. Au départ, les gens étaient favorables, et puis après, ont entendu d'autres sons de cloche, et donc ont refusé l'accès à la fondation. Voilà. Donc, ce monsieur, Zahir Hawass, en fait, a été ministre des Antiquités égyptiennes pendant des décennies. Il est même très mal vu dans son pays parce qu'il a détourné des artefacts par milliers. Mais surtout, le plus intéressant, c'est que pendant des décennies, il a été payé par le National Geographic pour donner l'orthodoxie de ce qu'est l'égyptologie. Ça veut dire qu'il y avait des choses à ne pas dire, même si on les découvrait, on les cachait, et on ne donnait, notamment pour les datations, que ce qui était autorisé par le National Geographic, avec tous ceux qui sont derrière le National Geographic. Donc, ça, c'était déjà une découverte énorme, enfin pour moi. Et après, parmi les gens qui sponsorisent cette fondation, parce que en fait, c'est surtout Osman Aguish qui a apporté ses fonds. Il a eu beaucoup de menaces. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais on a découvert là une sponsor de cette fondation qui revenait de Roumanie. Et elle revenait avec d'un voyage avec Peter Moon. Et Peter Moon, c'est un éditeur new-yorkais. C'est quelqu'un qui... Alors là, il est jeune, il a au moins 20 ou 30 ans de plus maintenant. Et en fait, il a travaillé sur des sujets et écrit aussi sur des sujets, si vous allez sur Wikipédia, extrêmement conspirationnistes, c'est-à-dire le voyage dans le temps, le projet Montauk. Donc, ce sont des... En fait, là aussi, c'est toujours pareil, ce que connaît le public par rapport aux expériences qui sont faites et à ce que d'autres conservent comme information, c'est à peine 1%. On connaît presque rien. Donc, à chaque fois qu'il y a un peu de divulgation, c'est tout de suite discrédité en disant non, non, ça n'existe pas. Donc, le projet Montauk a quelque chose à voir avec le voyage dans le temps, mais là aussi, on vous laisse découvrir. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, parce qu'il s'intéressait à ces sujets, il était en contact avec un homme exceptionnel qui s'appelle David Anderson, qui a un institut. Si vous allez sur Internet, vous tapez Anderson Institute et Time Travel.
Et donc la photo est floue, mais il y a très très peu de vidéos de lui sur Internet. Et ce monsieur, en fait, était spécialisé dans les satellites, parce que les satellites, au bout d'un moment, sortent de leur orbite, et donc de rectifier ces orbites. Et donc, il était en contact probablement aussi avec le Pentagone, et il a prévenu Peter Moon que on avait découvert déjà en Irak, à un endroit précis, vous savez que certains satellites sont utilisés pour faire de la tomographie, ça veut dire pour connaître le sous-sol, pour découvrir des cavités ou des gisements. Et donc, en Irak, ils ont découvert que un lieu spécifique était comme bloqué énergétiquement. Ils ont essayé d'y aller. Apparemment, il y a dû y avoir des morts parmi les militaires qui ont voulu forcer le lieu. Et il se trouve qu'ils avaient le même type d'image pour un lieu en Roumanie qui s'appelle toute une chaîne de montagnes, mais il y a un pic plus haut que les autres qui s'appelle le Boussédji. Et donc, c'est comme ça que Peter Moon a été à des conférences et aussi explorer sur les lieux au Boussédji. Alors, quand vous allez au Boussédji, vous avez déjà des pancartes qui vous disent oui, on raconte qu'il y aurait sous ce mont un lieu spécial, mais en fait, il n'y a eu que des mines, je ne sais plus, d'uranium, je crois, ou en fait, et donc là aussi pour discréditer les petits hommes verts, etc. Sauf qu'il y a des traditions en Roumanie et tout le monde n'a pas son de cloche officielle. Voilà. Et donc, Peter Moon a traduit en anglais, ou fait traduire, par un auteur roumain qui parlait de cette découverte qui a eu lieu en 2003, une découverte au Boussédji. Et donc cette femme qu'on a rencontrée en Bosnie, qui parlait de Peter Moon, nous a mis sur la piste de Radu Sinamar. Donc c'est un Roumain qu'on ne peut pas contacter, ce n'est pas son vrai nom, c'est un nom d'auteur, et qui explique comment la découverte sous le Boussédji a eu lieu en 2003. Voilà. Voilà. Je vais prendre la suite. Donc, suite à la rencontre avec Brigitte Müller, donc, qui était espagnole, enfin vivant en Espagne en tout cas, mais avec qui on a parlé en anglais. Elle nous a expliqué ce voyage en Roumanie. Alors, elle ne nous a pas donné beaucoup d'éléments. Elle ne nous a pas parlé de description de la cavité souterraine et des bouquins et tout ça. Elle nous a mis sur la piste largement. Et suite à ça, on a décidé, de faire le voyage. Deuxièmement, c'est-à-dire de suivre l'itinéraire de Peter Moon, en réservant, quand c'était pas trop cher, aux mêmes emplacements. Si c'était trop cher, on trouvait moins cher ailleurs. Mais on a fait le même itinéraire auquel on a rajouté des bricoles. On les verra tout à l'heure. Et on a essayé de s'imprégner un petit peu de tout ce qui s'était passé autour de ça. Donc, il y a eu plusieurs livres publiés. Alors, Radu Sinamar, c'est, je dirais, le porte-plume, la plume de quelqu'un d'autre, qui est celui qui travaillait pour le service secret roumain et qui a permis, parce que c'était quelqu'un de d'éveillé, on va dire, qui a permis l'ouverture de la cavité souterraine, qui était aussi protégée par des barrières énergétiques. Alors ça, on le verra un petit peu plus tard. Alors, les livres, il y a eu plusieurs livres qui ont été publiés les uns après les autres. Le premier a dû être publié en Roumanie en 2007, si je me rappelle bien. Et puis après, la suite, les autres ont suivi. Alors, ça a été publié en français, ça a été traduit en français assez récemment, ça date de 2 ans à peu près maintenant.
j'avais fait une présentation pour les repas ufologiques parisiens, ça devait s'appeler comme ça à l'époque, maintenant ça s'appelle Paris OVNI, sur la question des livres sur la Roumanie et le Boussédji. Et l'éditeur des éditions Atlante, Christelle Séval, a vu cette vidéo et d'emblée, il s'est dit que ça l'intéressait, quoi. Et c'est comme ça que c'est fait la prise de contact pour l'édition en France des traductions de la série de livres. Alors à l'époque, il y en avait 4 qui avaient été déjà publiés en Roumanie. Et des 4 livres publiés en Roumanie, il y en a 2 qui ont été publiés en français, qui ont été traduits en français et publiés. Et puis, quand il est paru en Roumanie, le suivant qui était à l'intérieur de la Terre. À l'intérieur de la Terre. Alors là, vous avez la couverture roumaine et la couverture française. À l'intérieur de la Terre, qui était l'entrée dans le tunnel du milieu, parce qu'il y avait 3 tunnels qui partaient de la grande cavité souterraine. Un tunnel à gauche qui allait vers l'Égypte, c'est-à-dire sous le plateau de Gizeh. C'est le sujet du livre numéro 2. Hein. Et à l'intérieur de la Terre, donc, il y a le tunnel central qui descend. Et il y a un nouveau livre qui a été publié, maintenant c'est l'année dernière, je crois. Alors attendez, après on a les... Oui, j'ai mis quand même les couvertures en roumain et en anglais des 2 livres non publiés en français, puisqu'il y en a 2 encore qui ne sont pas publiés en français. Il y a 12 jours d'initiation secrète au royaume mystérieux des dieux, qui fait suite, qui est le 2e livre publié en roumain et en anglais, qui est intéressant et qui mène par un portail spatio-temporel, enfin surtout spatial, qui mène au Tibet. D'une montagne roumaine, on se trouve transporté au Tibet et on rencontre une déesse qui remet un parchemin, la déesse ayant la peau bleue, comme les divinités indiennes traditionnelles. Et après, il y a le parchemin secret, qui est le livre sur le parchemin que remet la déesse dans le livre de 12 jours. Et donc le dernier publié, alors ça a été publié assez récemment, maintenant en Roumanie. Alors c'est évidemment pas traduit en français, c'était publié cette année seulement. Je crois que c'était au mois de avril, il me semble, si je me rappelle bien, ou fin mars, quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas très vieux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai cherché un petit peu sur un site roumain quelques temps avant. Je me suis dit qu'il y avait des choses qui se préparaient, parce que la représentante de l'Intraterre, quand on l'avait vue l'année d'avant, nous avait dit qu'un nouveau bouquin sortirait dans la série. Donc, je me disais qu'il fallait quand même regarder de temps en temps les sites roumains. Et en fait, c'est le jour même de la sortie, le soir, que je me suis dit, il faut que je regarde ce site. Et le jour même, j'ai été averti en quelque sorte que le livre allait sortir en Roumanie. Avec le texte, enfin il y avait une petite présentation. Le livre s'appelle Genèse oubliée et il présente l'Atlantide, Troie, Shambhala, l'Hyperborée. Et c'est une autre histoire de l'humanité, c'est l'histoire qui nous est cachée. Et c'est le titre du livre, Genèse oubliée. Alors pour le moment, l'éditeur français est au courant de ce livre, mais pour le moment, il n'a pas encore le texte et il n'est pas encore traduit, évidemment, mais ça va venir. Après, je crois que c'est à toi. Je voudrais revenir sur la relation entre Radu Cinamar, qui a écrit ces livres, et le personnage dont il parle, qui s'appelle César. En fait, quand j'ai lu les 4 premiers livres en anglais, ce qui était très intéressant, c'est que c'est un parcours initiatique. Oui, on parle des francs-maçons et de qui est venu, mais le principal, c'est César est un être, on va dire, comme un yogi réincarné. À 10 ans, sa mère le trouve en lévitation au-dessus de son lit.
Bon, et il est choisi pour ses capacités psychiques. Il est choisi dans ce service. Et au départ, Radu Sinamar, c'est la prononciation française, je ne connais pas. Oui. Radu, en fait, le connaissait déjà, mais était beaucoup plus âgé que César. Et pourtant, César devance Radu et, dans tous les domaines psychiques. Et peut-être, je ne sais pas si on le voit après. Non, je voudrais voir Arseny Boka. On le verra après. Oui, le vent est très fort. J'espère que ça ne va pas se renouveler. Donc en fait, vous savez que l'histoire de la Roumanie sous Ceausescu a été extrêmement difficile. Et il y avait un être exceptionnel qui s'appelle Arseny Boka, qui était prêtre orthodoxe à son époque. Et en fait, on l'a empêché d'exercer sa fonction. Et donc, il a été obligé de se retirer. Il faisait de la peinture dans des églises, mais c'était un être aussi exceptionnel. Et il avait rencontré Ceausescu. C'est plutôt Ceausescu qui a demandé à rencontrer Arseny Boka et lui avait dit, vous savez, si vous continuez de cette manière, vous allez avoir une fin tragique. Ce qui évidemment s'est produit. Et aussi, avant sa propre mort, Arseny Boka a demandé à César et Radu de venir le rencontrer. Et il leur a expliqué qu'il serait témoin d'une découverte qui pourrait vraiment changer la vision du monde sur l'histoire de l'humanité. Et c'est ce qu'eux ont vécu et on va voir comment. Pardon. C'est pour situer, là, vous aviez, c'était pour le situer sur la carte. Tiens, ouais. Attendez, c'était juste pour situer le lieu sur la carte. Donc là, c'est le Boussédji. C'est à 1 heure environ de Bucarest. Bon, peu importe. C'est l'Ukraine plutôt. L'Ukraine. Voilà. Et donc... il a existé pendant un temps quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ses livres en Roumanie. Et vous voyez sur l'image, il y a 2 monts. Et sur le mont à gauche, vous avez des petites... tu peux aller montrer, s'il te plaît, voilà. Alors ça, c'est le mont qui s'appelle Karaïman. Et au sommet, il y a à la fois des rochers qui s'appellent Babélé. Qui veut dire grand-mère. La grand-mère. Et il y a Sphinxul. Il y a le Sphinx. Alors en haut. Oui, ça marche. C'est Sphinxul. Donc c'est un rocher qui est découpé en forme de sphinx, qui est très érodé par le vent, on va le voir tout à l'heure. Et la cavité se trouverait à 40 mètres de l'axe de Babélé et à, je ne sais plus, une centaine de mètres, je ne sais pas assez profond sous terre, quoi. Voilà. Sachant qu'elle fait 100 mètres de diamètre. Et elle n'a pas été construite de l'extérieur.